Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition entrevue spéciale. Vous savez, une fois par mois, on aime ça vous amener quelqu'un issu du monde, soit des médias, du sport professionnel, pour venir discuter un petit peu de son parcours, d'anecdotes, tout ce qu'il peut avoir de plus croustillant pour partager avec nous. Les gars, en ce mois de janvier, on jase beaucoup de football récemment, et avec raison. On a eu une très belle première fin de semaine de séries éliminatoires. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas parler de football encore? Il n'y a pas si longtemps de ça, on a eu Renaud Bourbonnais, une autre encyclopédie ambulante du football. Et là, avec tout respect à Renaud, on va monter d'un cran. On va aller avec la royauté de la diffusion du football en français, en plus de ça, qui se donne chez RDS. Et mesdames et messieurs, c'est avec énorme plaisir que Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza, recevons sur le programme David Arsenault à la description. Salut David, comment ça va? Je vous salue bien bas. La royauté est très heureuse d'être avec vous. J'aime comment tu t'acceptes pleinement. Non, au contraire, j'entendais ça, je me disais, wow, c'est un peu trop. Là. Puis encyclopédie, je dirais que Renaud est pas mal plus encyclopédique que moi. Renaud s'y connaît pas mal. Moi, on dirait qu'avec le temps, mon disque dur en efface de plus en plus, puis il y a plein de trucs qui m'échappent. Mais Renaud, lui, est jeune, il a encore toute cette belle vivacité. Alors, non, c'est lui l'encyclopédie. Est-ce que ça fait en sorte que ton temps de préparation avant les matchs est plus long que ça l'a été par le passé? Fort probablement, mais ça, je dirais qu'à la base, je suis un petit peu maniaque, rigoureux, trop rigoureux. Je passe beaucoup d'heures, effectivement, à préparer des matchs parce que je me dis, je veux pas rien manquer, je veux pas passer à côté d'une histoire. Surtout que nous, on est tributaires de ce que les Américains présentent lorsqu'on fait les matchs. C'est-à-dire que ce que vous voyez à la télévision, nous, on ne sait pas non plus ce qui s'en vient. Donc, lorsque les réseaux américains, par exemple, préparent des reportages ou des petites capsules qui arrivent au retour de pause, très souvent, on improvise. On se doute bien de ce qu'ils vont présenter, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire. Alors, quand ils présentent des petites animations, puis tu vois, je ne sais pas moi, Kyle Shanahan, puis avec Brock Purdy, puis George Kittle, puis les dessins animés, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je ne veux pas me faire prendre au dépourvu, puis c'est pour ça que je lis beaucoup aussi ce qui se passe sur les médias sociaux, s'il y arrive des petites histoires amusantes. Je ne veux pas non plus découvrir ça en même temps que tout le monde à la télévision. Donc, je suis un peu maniaque, mais en fait, j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est un défaut qui est une qualité ou une qualité qui est un défaut. Ouais, fait longtemps que tu fais ça quand même. D'ailleurs, j'ai mentionné ça en introduction. Comment as-tu trouvé cette première fin de semaine des séries éliminatoires? J'ai trouvé très bonne. J'ai trouvé que les premiers matchs étaient bons. Quand je vous dis que ma mémoire est moins bonne que celle de Renaud, j'ai parfois de la difficulté à me souvenir des matchs qui ont été disputés. Il m'arrive fréquemment d'ailleurs, petite anecdote, mais quand je reviens à la maison les dimanches, après avoir fait 2 matchs, je me dis toujours, puis pas que je conduis comme un fou, mais je me dis, si je me fais arrêter par la police et que le policier me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis je lui dis, écoutez, j'arrive du travail, je décrivais des matchs, et je me dis, si le policier me demande, quelles équipes jouaient? Puis très honnêtement, des fois, je me dis, coudonc, c'était quoi le match à 13h aujourd'hui? Et c'est vrai, je sais pas si c'est parce que j'en ai trop dans le cerveau des fois, mais il m'arrive de conduire, de revenir à la maison, puis de me dire, le match à 13h, c'est qui jouait? Quelle équipe a gagné? Alors, c'est un petit peu comme ça, mais tout ça pour revenir à la question initiale, j'ai trouvé que les matchs étaient très bons. Il y en a un ou deux que j'ai trouvé un peu plus laborieux, celui des Steelers notamment. C'était pas, je trouve, un grand spectacle. Je sais que les défenses gagnent des championnats, c'est le bon vieux cliché, mais ça a pris du temps avant que le match se mette à être un petit peu plus excitant, mais après ça, au 4e quart, quand ça a déboulé en faveur des Texans, là, le match était terminé, là, je veux dire, à 30-6, il n'y avait plus d'enjeu du tout. Je trouvais ça un petit peu dommage, de la façon dont ça s'est terminé pour Aaron Rodgers, notamment, Mike Tomlin, et à une certaine moindre mesure, Adam Thielen, des vétérans, tout ça, qui ont
qui ont vu leur séjour avec les Steelers prendre fin. J'affirme ça. Là. Je ne sais pas si Rodgers va revenir, mais Thielen a déjà annoncé sa retraite. Tomlin, on sait ce qui est arrivé. Il a décidé de s'en aller. Alors, j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage, mais sinon, du très, très bon football. Le samedi, notamment, là, il me semble que les deux premiers matchs avaient été excellents. Tu parles de Tomlin, tout, je fais juste une parenthèse là-dessus. Ça a été deux grosses nouvelles. Mike Tomlin qui a quitté les Steelers, John Harbaugh qui a été congédié, et là, on a appris dans les dernières heures, justement, qu'il a été embauché avec les Giants. Ouais. Comment tu as pris ces deux nouvelles-là? Je pense que c'est de loin les deux plus grosses nouvelles de tout ce cycle d'entraîneur-là. Là. Avant qu'on se lance dans l'entrevue, aussi bien tu classes le bloc d'actualité-là, ouais. discuter un peu de ces deux nouvelles-là. Comment tu as réagi à ces deux nouvelles-là? Je suis étonné. Je pense toutefois que les deux clubs en étaient venus peut-être à un changement. Mike Tomlin, ce qu'il a accompli, c'est exceptionnel. 19 saisons de suite avec une fiche gagnante. Probablement qu'on ne reverra jamais ça. John Harbaugh n'était pas tellement loin derrière au chapitre de l'ancienneté. Lui aussi, là, était en mesure de mener les Ravens aux grands honneurs au moins une fois, mais on sentait peut-être que ces deux organisations-là stagnaient d'une certaine façon. Ce qui compte dans le sport professionnel, quel que soit le sport, c'est la victoire, les championnats. Alors, c'est beau terminer une saison avec une fiche de 10-7 mais bref, il faut gagner. Alors, c'est beau se qualifier à chaque année, mais si tu te fais toujours sortir au premier tour, je pense qu'à un moment donné, peut-être que le message passe moins. Mais j'ai aucune inquiétude que Mike Tomlin va se trouver du boulot. John Harbaugh s'est trouvé du boulot avec les Giants. Je suis peut-être étonné de le voir aboutir avec les Giants parce que depuis plusieurs années maintenant, Giants et Jets ne sont pas synonymes d'excellence, ils sont plus synonymes d'inconstance, parfois de médiocrité. Mais si les Giants voulaient avoir le meilleur entraîneur-chef, ou du moins celui qui a l'une des plus grandes crédibilités pour redresser la situation, ils ont fait un excellent choix parce que John Harbaugh est un grand entraîneur. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Jackson Dart, Cam Skattebo qui serait en santé. Défensivement, je pense que ils peuvent peut-être en faire un petit peu plus. Mais sinon, écoute, on ne sait jamais. C'est une très bonne embauche. Et puis, Tomlin va se trouver du travail aussi, il n'y a aucun doute. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour ces 2 hommes. Il va sûrement se trouver du travail, sûrement après 1 ou 2 années, là, comme dans les médias, juste pour garder une bonne image et tout ça. Ouais. Mais David, je voulais te poser la question parce que tu parlais de justement, c'est commun un dimanche quand tu sors du travail et tout ça. Ouais. Mais vous faites 2 matchs, toi et Pierre, ensemble, mais il y a eu une époque pas si lointaine, c'était quand même aussi 3 matchs. Là. Il y avait même le match du dimanche soir, là, que vous enchaîniez les 3 ensemble. Puis c'était Renaud un peu qui nous avait parlé un peu de cette dynamique-là parce que vos collègues aux États-Unis, je pense à des Kirk Herbstreit, des Kevin Harlan, des Kurt Burkhardt, puis tout ça, eux autres font un match, ils se concentrent là-dessus, leur dimanche est terminé. Vous autres, vous enchaînez 3 matchs, un à la suite de l'autre, avec peut-être le petit 45 minutes de 7h30 là, entre le match de 4h25 et celui de dimanche soir un peu. Puis justement, comment qu'on jongle justement avec cette dynamique-là, puis de comment qu'on reste sharp en ondes là, après 7 heures, quasiment 7h30 de football consécutif? Bien, moi, je dois préciser que je n'ai jamais fait le 3e match du dimanche. Okay. C'est Pierre à l'époque qui, il y a 1 an ou 2, je pense, Pierre se claquait les 3 matchs à chaque dimanche. Moi, j'ai toujours fait les 2 premiers, 13 et 16h, 16h30. D'un point de vue préparation, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail. Moi, j'évalue à au moins 5 heures par match de préparation. Donc, c'est de la lecture, c'est mettre les notes à jour, les statistiques, créer de nouvelles fiches parce que, c'est dommage, peut-être tantôt, j'en profiterai ou jaserai, je vais me lever et je vais aller chercher une charte. Je vais vous montrer à quoi ressemble une de mes chartes. C'est parce qu'elle est en arrière dans le bureau je n'ai pas pensé à ça. Mais comme Stéphane Leroux et son fameux cartable. Oui, c'est ça. On a tous une façon de travailler. Moi, c'est une technique, une méthode que j'ai développée avec le temps. Quand j'ai commencé à faire de la description de football de la Ligue canadienne et de la NFL, j'ai commencé, j'avais des chartes qui étaient énormes. Ça ressemblait à une carte routière, comme à l'époque, que tu déballais, que tu dépliais un peu partout. Là, c'est sûr que je me suis limité. J'ai trouvé, je pense, la bonne façon de travailler. Mais bref, je vais vous montrer ça tantôt. Mais effectivement, notre réalité n'est pas du tout la même par rapport aux commentateurs américains. D'abord, ne serait-ce que pour le salaire.
je ne gagne pas du tout des millions, contrairement au Joe Buck de ce monde et au Al Michaels de ce monde et Tony Romo et compagnie. Pierre, même chose. En fait, il n'y a pas personne à RDS qui est millionnaire, loin de là. C'est notre réalité. Il n'y a rien à faire. On ne pourrait pas de toute façon envoyer nos équipes sur place pour tous les matchs. Ce serait impossible d'avoir une équipe, par exemple, pour le match de 13h sur place. Même chose à 16h et à 20h. Ça coûte beaucoup trop cher. On n'a pas du tout les moyens financiers de ça. Il y a pas les revenus ne sont pas du tout les mêmes, les revenus publicitaires, les droits que nous payons pour présenter les matchs, ça n'a absolument rien à voir. C'est un autre match, comme on dit. Alors, c'est la réalité. C'est ça que... Moi, l'avantage que je vois dans tout ça, c'est que je suis chez nous tous les soirs. Je n'ai pas à me claquer trop de voyages. Je n'ai pas trop de nuits passées à l'hôtel. Je peux être avec ma conjointe, les filles. C'est un bel avantage de ne pas être tellement loin du travail. Il y a du bon, il y a aussi du moins bon. C'est sûr que parfois, le fait de ne pas être sur place, il y a certaines subtilités du match, j'en conviens, qui nous échappent. Je donne toujours l'exemple. Quatrième essai 2, moi, si j'étais l'entraîneur-chef, j'enverrais, je garderais l'attaque sur le terrain, puis à un moment donné, il coupe, puis tu vois le batteur de dégagement, tu dis « Ouais, OK. » Si on était sur place, on aurait vu que l'attaque a quitté, que l'équipe des unités spéciales s'en vient. C'est une petite différence, mais cela dit, depuis l'avènement des réseaux sociaux, je dirais que parfois on est plus rapide que les Américains pour donner l'information en ondes parce qu'on a l'information de façon instantanée en raison des personnes, des journalistes qui sont sur le beat là-bas. Alors, dès qu'un joueur, le match est terminé, dès qu'il y a un record, dès qu'il y a quelque chose, si on ne le sait pas, parce que très souvent, je sais très bien que tel gars est sur le point d'atteindre une étape personnelle ou de réaliser un record ou des trucs du genre, mais si jamais il y a des infos que seuls les journalistes là-bas ont, ben moi, dès que je les vois sur Twitter, puis que c'est annoncé par quelqu'un de crédible, un journaliste sur le beat, je suis capable de le dire tout de suite. Puis c'est drôle parce que parfois, il m'arrive, on entend les commentateurs, je les ai en sourdine, mais vraiment en sourdine, parce qu'à un moment donné, c'est difficile d'entendre des Américains, puis de parler à Pierre, puis d'entendre les directives du réalisateur ou de la réalisatrice. Bref, à un moment donné, tu baisses le son des Américains, mais tu les gardes juste au cas où qu'ils disent quelque chose qui t'a manqué. Mais je tiens à préciser qu'on n'est pas des perroquets. Là. On répète pas du tout ce que les Américains disent. De toute façon, c'est impossible d'entendre, de traduire simultanément. Bref. Mais j'entends des fois les reporters sur les lignes de côté qui vont dire les Commanders viennent d'annoncer que le match de Deebo Samuel est terminé en raison d'une blessure à un genou. Mais très souvent, on va l'avoir annoncé 2-3 minutes avant. Alors, de dire que les gens sont moins bien informés, ça, je dis que c'est complètement faux parce qu'on est préparé, on suit tout, on a les outils qui sont à notre disposition pour donner le plus d'informations possible très rapidement. Donc, oui, il y a certains trucs qui nous échappent, mais c'est vraiment pas dramatique. Et avant même que les gens peut-être se posent la question, nous ne voyons pas à l'avance ce qui va se produire. On n'a pas un délai. Des fois, il y a des gens qui vont penser que l'on voit les images un petit peu avant le monde, mais ce que je décris, ce que Pierre voit en ondes, Mathieu et compagnie, on le voit en même temps que vous autres. On n'a pas d'avantage, on n'a pas... Les gens en régie, eux autres, ont un petit délai de 7 secondes. Pourquoi? Pour être capable de couvrir des éléments visuels que nous ne voulons pas présenter. Par exemple, on ne vous montrera pas Katie Hartung sur les lignes de côté en train de faire son intervention, puis faire le poisson, puis pendant ce temps-là, nous autres, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on augmente le volume, bref, on cache ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être parfois beaucoup de tableaux, beaucoup d'images pour revenir des pauses, on voit des plans de la ville ou du stade. Ça, c'est juste pour cacher des éléments des Américains que l'on ne veut pas montrer. Il y a aussi parfois certaines commandites que l'on veut cacher autant que possible, parce que supposons qu'il y a un constructeur automobile qui commandite chez nous, et que le réseau américain, c'est un constructeur automobile rival, mais c'est certain qu'on ne va pas montrer ça. On essaie autant que possible de cacher ces trucs-là. Mais donc, pas d'avance sur les autres. On voit les mêmes choses en même temps que vous. Puis parfois, je dirais qu'on a plus d'informations plus rapidement que le réseau américain. Mais donc, oui, il y a pas, l'argent n'est pas le même, la préparation n'est pas le même. Tu sais, j'imagine très mal Joe Buck voyager, tassé en classe sardine en arrière, là, assis dans l'avion.
demander ses 2 biscuits avec son petit café, là, puis les coudes collés, je pense. D'après moi, Joe Buck voyage bien, puis il y a un chauffeur qui l'attend à l'aéroport. Nous autres, mais en même temps, j'ai aucun problème. Je le dis comme ça, puis Pierre, Mathieu, et je vais parler pour Pierre, Didier et moi, parce que c'est nous qui voyageons le plus. On aime tellement notre travail. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu le luxe. J'ai jamais vécu, les grands événements là, traités aux petits oignons. Puis c'est correct. C'est notre réalité. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a du plaisir. On n'est pas mal pris loin de là. Oui, des fois, on est un petit peu coincé en arrière dans l'avion, mais c'est correct. Je veux dire, on n'est pas... je ne suis pas du tout offusqué de ça. J'ai un travail, j'ai un emploi de rêve. Depuis que j'étais tout petit que je voulais faire ça. Je ne pensais pas faire du football, par contre, mais je rêvais plus au hockey. À l'époque, on avait les expos, donc j'aimais beaucoup le baseball aussi. Mais je fais, en gros, ce dont j'ai toujours rêvé, souhaité, c'est-à-dire travailler dans les communications, à la télévision, transmettre une passion dans les sports. Alors, regarde, moi, je suis encore choyé, j'ai 52 ans, ça fait 32 ans que je travaille. Puis, écoute, sans dire que je me pince tous les jours, mais je suis vraiment, vraiment chanceux de faire ce que je fais. De vivre des métiers de passion, David, ça fait assez longtemps que tu travailles chez RDS. Tellement longtemps que Félix et moi, on n'était même pas nés encore lorsque t'es rentré. Théoriquement, moi, je m'en vais sur mon 31 dans 2 semaines. Fait que, mais c'est correct parce que... me hâte-live de oui, mais moi, quand j'ai commencé, là, il y avait des vétérans dans le milieu qui, eux aussi, travaillaient depuis mon année de naissance. Quand j'ai commencé à travailler, puis j'avais Claude Mayotte à côté de moi, Jean-Paul Chartrand senior, qui d'autre? Bref, il y en avait des vieux de la vieille, des vétérans que j'avais vus en grandissant. Même Denis Casavant, quand j'ai commencé à travailler à RDS, Denis était là comme descripteur de baseball. Puis par la suite, il est devenu descripteur des Alouettes durant une dizaine d'années lorsque Pierre Durivage a quitté son poste. Et moi, Denis, je le regardais, je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Je regardais les matchs des Expos. Je me souvenais de son match parfait qu'il avait décrit, le match parfait de Dennis Martinez. Alors pour moi, de me retrouver avec Denis, de me retrouver avec Pierre Durivage, que je connaissais également, il y en a plein d'autres, c'est un peu la même chose. Ces gens-là travaillaient. Moi, je suis né en 1973. Il y a des gens qui travaillaient en 1973 avec lesquels je me suis retrouvé plus tard. Donc, c'est un peu normal maintenant, rendu à mon âge, qu'il y ait des plus jeunes comme vous qui sont dans le métier, qui commencent, qui voient des messieurs. Je me fais de plus en plus appeler des monsieur Arsenault, ce qui est un peu étrange. Mais c'est correct. Je trouve ça même flatteur que les gens m'en parlent, qui me disent, quand j'étais jeune, par exemple, je regardais beaucoup Sport 30, je me souviens de tes reportages ou je me souviens de toi quand tu étais sur les lignes de côté. Il y a des gens qui me parlent beaucoup à l'époque quand je couvrais les Alouettes puis que je me faisais arroser de champagne ou de bière lorsque les Alouettes gagnaient des championnats, des choses comme ça. Moi, je trouve ça fantastique. C'est un privilège de pouvoir accompagner les gens depuis aussi longtemps, d'entrer chez les gens, que les gens nous connaissent sans que nous, on les connaisse, mais quand même, c'est une belle sensation de pouvoir se faire dire ça, de dire « Hey, moi, je te regardais quand j'étais jeune. » Ben, je comprends ça, parce que quand j'étais jeune, je regardais des plus vieux. Puis quand j'ai commencé à travailler avec eux autres, j'étais impressionné, j'étais fier, c'était un honneur pour moi de me retrouver là. Alors, tant mieux si aujourd'hui, à ma façon, j'ai ce même impact-là auprès des plus jeunes. C'est une grande fierté pour moi. Puis, je tiens rien pour acquis. C'est l'un des beaux aspects du métier, d'ailleurs. Et puis quand même, ça bouge beaucoup dans ce domaine. Dieu sait que ça bouge beaucoup récemment. Et quand même, l'équipe de football, Mathieu Proulx, Didier Orméjus, Pierre Vercheval, Bruno Eppel et compagnie, vous êtes un peu l'épitome de la constance dans ce domaine-là. C'est une rareté, David, aujourd'hui dans les médias, d'avoir une équipe depuis si longtemps, si constant, qui est capable aussi de donner du travail de la sorte. Là. Oui, mais il y a quand même, si vous remarquez, il y a quand même une belle constance à RDS dans plusieurs sports. Tennis, Hélène et Yvan sont là depuis des lunes. Mark Griffin et Alain Usereau au baseball sont là depuis plusieurs années. Hockey, Marc et Pierre sont là depuis très longtemps avec Alain et compagnie. Pierre et moi, Mathieu, Bruno, Danny, Didier, c'est vrai qu'on est là depuis un certain temps. Donc, ce que ça dit, c'est que, on aime beaucoup notre travail.
2, on est bien traité. 3, ben c'est ça, on veut continuer à le faire, puis c'est une passion. Et comme on est en mesure de travailler dans des bonnes conditions, dans le plaisir surtout, moi, je pense que ce sont les plus belles années professionnelles que je vis. J'en ai eu de très belles auparavant, mais de me retrouver avec ces gars-là et ces filles-là, parce qu'il y en a quelques-unes aussi. Il y a notamment Andréane Darbo qui travaille comme animatrice les dimanches. Geneviève Tardif est venue en faire quelques matchs durant le temps des fêtes. Bref, on forme une belle équipe. Et je l'ai déjà dit par le passé, je pense que l'une des forces de notre équipe, d'abord, c'est qu'on a du plaisir, on se respecte, on est des amis sans pour autant se fréquenter en dehors du travail. Là. Moi, je ne vais pas manger chez Pierre ou je n'invite pas Mathieu chez nous, mais parce que d'abord, on se voit beaucoup durant l'année. Je pense qu'à un certain moment, on a besoin d'une petite pause. Puis on a tous nos vies aussi. Là. C'est-à-dire, Mathieu a des jeunes enfants. Pierre, maintenant, ses enfants sont plus vieux. Mais bref, on a tous nos activités, nos obligations à l'extérieur du travail. Mais au travail, on a du plaisir. Tout le monde travaille bien. Je trouve qu'il n'y a pas de paresseux, il n'y a pas de gens qui font le travail à moitié. Tantôt, je disais, je suis rigoureux, puis je me prépare beaucoup. Bien, ça s'applique pour Mathieu, Pierre, Didier, Danny, Bruno. Tout le monde travaille fort. Parce qu'on dirait que tout le monde, quand tu es entouré de gens qui travaillent bien et qui excellent, veux pas, tu ne peux pas te traîner les pattes. Tu ne peux pas te traîner les pieds et dire « Ah, moi, je vais y aller à moitié ». Puis Pierre m'a déjà raconté ça à un moment donné. C'est un peu la même chose quand tu joues au football. Si tu t'entraînes puis tu es à côté d'un gars qui est une étoile puis qui est toujours là dans le gymnase à chaque jour, puis sur les terrains d'entraînement, chaque jour, il offre son maximum, c'est impossible pour toi de dire bah, moi, aujourd'hui, je vais prendre un petit congé. Non, tu y vas à fond de train. Donc, c'est un peu la même chose. Moi, je sens que je dois offrir mon maximum, non seulement pour Pierre, mais pour les gens à la maison, les gens qui nous écoutent. Je ne veux pas que les gens se disent David Arsenault fait mal son travail, ou il n'est pas préparé, ou ci et ça. Mais bref, tout le monde travaille très, très fort. Il y a un respect entre nous autres. Et tout le monde accepte son rôle sans tirer sur la couverte. Dans notre milieu, il y a des gros égos des fois. Il y a des gens qui veulent pas... ils aiment savoir du spotlight, mettons. Oui, il y en a. Il y en a. Je n'ai pas de problème à le dire, mais pas dans notre équipe. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a pas personne dans notre équipe qui a un gros égo. C'est vraiment agréable de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça, quand je dis que je vis les plus belles années professionnelles de ma carrière, c'est que c'est ça, c'est tout ça. C'est fort agréable de rentrer au travail, même si des fois, on est fatigué. Même si, par exemple, samedi soir, on va finir tard, il y a un match à 20h, mais le lendemain, il y a un autre match. Donc, à peine 10h30, 11h plus tard, je vais être de retour dans ma cabine pour faire un autre match. On travaille un 25 décembre, tu sais, quelque chose de Oui, mais... Encore là, je fais une petite parenthèse. Du monde qui travaille le 25, le 31, qui ont pas de fin de semaine ou que leur fin de semaine, c'est un mardi et le mercredi, il y en a plein de gens. Les gens dans le monde de la santé, les policiers, les ambulanciers, on n'est pas du tout à plein. C'est sûr que c'est pas un job de 9 à 5, mais on l'a choisi, puis on le fait avec grand bonheur. Alors, jamais vous allez m'entendre me plaindre de travailler le soir, la fin de semaine, 25. Regarde, s'il le faut, c'est ça. C'est ce que j'ai choisi. Il y avait des matchs cette année, le 25, je ne les ai pas faits parce qu'on me l'a proposé de rester à la maison. Puis je l'ai accepté avec grand plaisir. J'ai des enfants. Ça veut pas, ça va vite. J'ai raté quelques Noëls par le passé. Là, je me disais, OK, cette année, j'ai envie d'être avec ma famille. Mais sinon, je pense que Pierre travaillait le 25, Mathieu Proulx a travaillé le 25 ou le 31. Alors, c'est ça, c'est notre réalité, mais on n'est pas du tout à plaindre. C'est vraiment, je le répète, là, mais on est choyé de faire cette job-là. C'est un grand privilège, c'est un grand bonheur qu'on a d'être à la télévision chaque semaine pour partager notre passion. Et surtout que tu as le bonheur de le faire à l'année longue, en fait, avec la NFL et la Ligue canadienne l'été. D'ailleurs, quand tu couvrais, tu couvres encore les Alouettes, mais quand tu couvrais les Alouettes, oui, jadis, surtout, les années 2010, tu parlais à Mathieu Proulx, c'est quelqu'un aussi que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'un projet au cégep. Lui, il me racontait comment c'était quelqu'un qui était très excellent à l'école, un avocat quand même de formation. Ça a donné qu'il était bon au football. Quand tu lui parlais, par exemple, sur ligne de côté, avant, après les matchs, quoi que ce soit, te doutais-tu que ça allait un jour devenir ton collègue chez RDS? Oui. Oui, vraiment, on est capable de cibler tout de suite les gens qui l'ont.
des gens qui pourraient devenir de très bons analystes, de bons commentateurs. Mathieu, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Je pense, là, par le passé, là, les gens, Bruno Eppel, Steve Charbonneau, Pierre Vercheval, bien sûr, Mathieu, Étienne Boulay, Luc Brodeur-Jourdain pourrait devenir un bon commentateur. Ouais. Qui d'autre? Il y en a quelques-uns comme ça qui sont... Est-ce que Marc-Antoine Dequoy pourrait suivre éventuellement? Oui, mais je pense que Marc-Antoine... Plus comme commentateur, mettons, là. Ben, je pense, oui, aucun doute. Comme analyste, je ne le sais pas. Comme animateur, assurément, c'est un gars qui s'exprime très, très bien. Mais je pense qu'il a déjà des racines qui commencent à pousser chez Québécois. Parce qu'il est déjà impliqué avec... il a participé à une émission, là, une télé-réalité, là, Sortez-moi d'ici, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il est chroniqueur aussi à Salut Bonjour. Alors, j'ai comme l'impression que lui, ça va être une association naturelle, quoique je ne connais pas du tout ses plans. Mais il est peut-être plus porté de leur côté, ce qui est très correct. Mais oui, de notre côté, pour revenir à Mathieu, moi, je me souviens, il était jeune retraité, je pense, et je l'avais proposé pour qu'il participe à certaines émissions. J'avais suggéré son nom pour qu'il soit notamment à l'antichambre comme débatteur. Parce que Mathieu, c'est un gars qui, comme tu disais, il est très brillant, c'est un gars qui s'y connaît, c'est pas juste un gars de football. Et je crois qu'on avait invité Mathieu quelques fois pour jaser de sport autre que le football. Puis d'ailleurs, regardez ces dernières années, il a animé à un moment donné, durant quelques années, c'était une émission qui était présentée au même moment que les matchs du Canadien. Ils étaient dans un espèce de salon avec Guy Boucher, Maxime Talbot, Bruno Gervais. Ils parlaient du match un peu comme le Manning Cast? Oui, c'est en plein ça, un peu comme ça, là, c'est-à-dire, mais je me souviens plus du titre, c'était... C'était pas d'un autre angle ou quelque chose comme ça? D'un autre angle, quelque chose comme ça. Moi, dans ma tête, j'avais avec podcast ou je sais pas quoi, là, ça n'a aucun rapport, mais oui, il faisait ça. Alors, Mathieu est capable de jaser plein de choses comme ça. Puis tous les noms que j'ai nommés il y a quelques minutes, ils ont tous été analystes par la suite. Steve le fait à la radio, Bruno est avec nous autres, Pierre depuis longtemps. Mathieu, Étienne, il est commentateur à sa façon, là, il est comme influenceur et tout ça. Bref, oui, on le voit, aucun doute. Laurent Duvernay-Tardif, par exemple, s'il voulait faire ça, il n'y aurait aucun doute qu'il serait un commentateur. Il y aurait la notoriété pour le faire aussi. Oui, sauf que, bon, quand tu es médecin, je te dirais, continue comme ça, Laurent, on a besoin de toi davantage dans le système de santé qu'à RDS, mais ce sont des naturels. Il n'y a aucun doute. Ces gens-là, on le voit tout de suite. Puis, quand j'étais journaliste, j'aimais beaucoup parler à ces gens-là parce que tu n'avais jamais la cassette, tu n'avais jamais de clichés, tu avais toujours de bonnes réponses. Ils comprenaient aussi ton rôle, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains athlètes. Il y a des athlètes qui n'aiment pas se faire déranger, qui n'aiment pas qu'on les demande en entrevue. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait Chip Cox qui était l'un des grands secondaires chez les Alouettes. À un moment donné, je sentais qu'il était un petit peu réticent. J'arrivais à faire des entrevues, puis il me donnait des réponses qui étaient courtes. Il n'avait pas l'air très enchanté par ça. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Chip, est-ce que je peux te poser la question? J'ai comme l'impression que je te dérange ou que tu m'aimes pas. Ou... Non, il dit, c'est pas ça. Il dit, j'aime tellement pas ça, faire des entrevues à la télévision. Je me sens mal, je suis gêné, j'ai peur de dire quelque chose que je vais regretter. J'ai dit, parfait, je comprends ça totalement. Dorénavant, je ne te demanderai plus en entrevue, à moins que tu aies fait quelque chose d'exceptionnel. Exemple, après un match, tu as marqué un touché sur un retour d'échappée de 75 verges, il faut que je te parle. Mais si c'est juste pour discuter, par exemple, du prochain match contre la Saskatchewan dans 2 jours, puis je veux que tu me parles du quart arrière adverse, je ne t'achalerai pas pour ça. Je vais aller voir Ed Filion, je vais aller voir l'autre, toi, je te dérangerai plus. Puis c'est comme si, à partir de ce moment-là, il avait fait « OK, là, je serais plus obligé de faire des entrevues. » Puis j'ai compris, après ça, pourquoi il était comme plus froid, plus distant. Puis après ça, je ne l'ai jamais dérangé. Puis ça... Bon, on a, je pense, toujours eu une bonne relation par la suite. Là. Alors, c'est pour ça. On comprend. Il y a des gens pour qui c'est naturel, puis il y en a d'autres, ils aiment moins ça, puis je l'accepte totalement. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est intéressant. Écoute, je reviens avec ton acolyte de toujours, Pierre Vercheval. Écoute, la question facile à te poser serait c'est comment travailler avec Pierre Vercheval, mais j'ai eu envie de t'en poser une autre. On sait que Pierre Vercheval, un peu comme Jean Perron avec ses péronismes, c'est ses expressions à lui qui est introduit dans le folklore du football québécois. Puis je veux savoir, toi, c'est quoi ton verchevalisme préféré?
Le vers chevalisme préféré, ben, il y en a sorti plusieurs. Je me souviens notamment il avait fait une allusion avec la salade de quinoa. Je me souviens plus, il disait aller dans un buffet, puis là, tu sais, c'est pas vrai que je vais. C'est comme si tu allais dans un buffet et tu prenais uniquement de la salade de quinoa. Je me souviens plus dans quel contexte il avait sorti ça, mais je l'avais trouvé très, très bonne. Pierre, c'est drôle parce qu'il y a une grande culture cinématographique et il est un peu plus vieux que moi. Je pense qu'on a 9 ans d'écart. Donc, des fois, il connaît des films ou des séries télé qui, moi, me disent pas grand-chose. Le pays des j'ai en tête. Ouais, le pays des géants, ou je sais pas, le monde des géants qui a sorti récemment. Il y a des affaires comme ça que je m'y connais pas. Tu sais, alors, ou des fois, il va parler des films. Parce que je sais que c'est un grand consommateur de films, puis il voit tous les films, là, Le Seigneur des Anneaux, puis le ci, puis le ça, puis Avatar. Puis... Moi, j'ai rien vu de ça. je suis en retard. Écoute, je suis encore en train de me claquer présentement une vieille série Omerta qui est disponible sur tout.tv. Là. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas à jour du tout dans les films puis certaines séries télé. Bref, il me sort toujours des exemples. Hey, ça me fait penser tel gars, là, tu sais, le personnage dans je peux pas t'aider, je peux pas rire de ta blague, je peux pas ajouter à ça. Mais il rit de ça, puis on a des bons moments. Mais Pierre, c'est ça. Pierre, c'est un gars qui est très imagé. Il est coloré. Il n'est pas fou non plus. Il sait que ça fait réagir, ses commentaires. Un vers chevalisme peut valoir 25 bonnes analyses. Dans le sens que les gens ne retiendront pas que parler du fait que lorsque les Steelers jouent avec un front 4-3, puis non. Mais ils vont se rappeler du fait que il a sorti telle ou telle chose. Regarde, je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'hier, je joue au hockey dans une ligue de garage et il y a des gars, évidemment, qui savent ce que je fais dans la vie. Et il y en a un qui se rappelait que Pierre avait sorti à un moment donné. Il disait, là, moi, si je suis à l'attaque, là, puis je veux pas ramasser ça à coup de 3-4 verres, je veux des gros morceaux de terrain, là, un peu comme des biscuits pépites de chocolat. Je veux pas des biscuits, je veux les gros chankoyoy, là, les gros biscuits avec les gros morceaux. Là, le gars, hier, un collègue, un ami de la ligue de garage qui me sort ça. Hey, moi, les gros biscuits. Puis, bref, c'est ça. Les gens vont retenir ça, puis c'est correct aussi parce que on n'opère pas personne à cœur ouvert. C'est du divertissement, c'est du spectacle. On est là pour divertir les gens. Oui, parfois, la situation va exiger qu'on soit sérieux. Et je pense qu'on se fait tous un devoir aussi de ne pas trop tomber non plus dans le cabotinage toujours. Parce que les gens ne nous écoutent pas d'abord pour qu'on fasse toujours des blagues ou que ce soit juste pour rire là, chaque semaine. On est là pour décrire un match, mais si la situation s'y prête, pourquoi pas? On est là pour que les gens aient du plaisir. J'ai toujours dit que les descripteurs, les analystes ne sont pas le spectacle. Le spectacle, ce sont les athlètes qui le font, les équipes. Et nous, on est supposé être une valeur ajoutée. Tu pourrais très bien mettre le volume à 0, puis regarder le match, puis l'apprécier, je pense, ou avoir uniquement le son international sans les commentateurs, puis tu apprécierais ton match, je suis certain. Alors, si tu es pour nous écouter, on est mieux d'être intéressant, divertissant et parfois drôle. C'est surtout ça. On est une valeur ajoutée, puis il faut le comprendre. C'est pas nous le spectacle, mais il faut quand même qu'on apporte un petit quelque chose. La fameuse technique de la prise de l'ours, pour moi, ça va toujours rester. C'est mon préféré all-time. Il y en a plein. C'était quoi? C'était la technique du... la technique du nageur, la technique du oui, la technique du nageur, la technique du boxeur. Quand un receveur, par exemple, il veut pas trop sortir ses mains parce qu'il sait qu'il va se faire frapper dans les côtes, fait que le ballon passe, puis ça, il fait son petit crocodile, il fait son petit alligator parce qu'il a les bras qui sont proches de son corps. Écoute, avoir su, j'aurais dû me sortir une liste de vers chevalisme, mais effectivement, c'est très drôle. À un moment donné, c'était quoi, cet été ou l'été passé, je pense, pas l'été 2025, mais l'été 2024, un match à Hamilton. Et puis, Casey Sells des Tiger Cats s'en va frapper le quart arrière des Alouettes. Et il y a 1 ou 2 joueurs de ligne des Alouettes qui ont réagi seulement. Puis Pierre aurait voulu que les 5 gars quasiment sautent sur Casey Sells. Fait qu'il a dit, moi, là, j'aurais voulu que Casey Sells, ce soit une frite, puis que les gars des Alouettes, ce soit les mouettes. Genre, je donne pas une frite. Si tu lances la frite dans le stationnement, puis qu'il y a 5 mouettes qui sautent dessus, j'aime pas les chances de Casey Sells. Tu vois, c'est le genre d'affaires comme ça qui dit, mais
c'est un bonheur. Tu sais, c'est vraiment, Ben quand oui. je dis qu'on a du plaisir, là, puis évidemment, ça se ferait pas, mais je pense que vous auriez autant de plaisir à nous voir et à nous entendre durant les pauses. Parce absolument. qu'on rigole. Des fois, on va se faire, tu sais, ils vont parler de quelque chose, puis en fin de semaine, à un moment donné, il y a un joueur des 49ers, je pense, Marquise Seagull. Seagull, qui sonne comme le mot Seagulls. Et il y a un groupe musical qui s'appelle A Flock of Seagulls. Là, on a sorti ça en ondes, blablabla. Fait que là, on s'en va en pause, part la chanson. Et là, on s'amuse. Je pense pas que mes deux autres aient compris la référence, mais en étant... Non, c'est ça. Moi, je l'avais compris. Là, M. Arsenault vient de sortir une référence des années 80. Là, aujourd'hui, là, je fais monsieur, là, je fais mon âge, mais ceux qui se rappellent des années 80, des succès, là, des One Hit Wonders, ça, c'en était un. Bref, vous irez voir ça sur la plateforme de votre choix. Là. I Ran, ça, c'est le titre du groupe A Flock of Seagulls. Bref, on a du fun. Puis là, bientôt, tu t'en vas à San Francisco. Le Super Bowl s'en vient de ce côté-là. Vous passez quelques jours là-bas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre-là, qui peut se vanter de décrire le Super Bowl sur place, pour commencer. Mais nous, comme un mortel amateur de sport qui regarde ça de la télé, on peut pas rendre cette justice à quel point c'est gros. C'est l'événement télévisuel de l'année aux États-Unis un peu. Les premières fois que vous êtes rendu sur place, je dirais pas le choc culturel un peu, mais juste les premières fois, vous vous êtes rendu compte que, OK, on est carrément dans une autre ligue là, en termes d'événements sportifs, puis de voir toute la flotte de journalistes, de reporters, de fans, puis même de vedettes aussi qui se rendent là un peu. C'est comment ce petit choc-là de voir, OK, on est prime time, là. Moi, je l'ai vécu de deux façons. Je l'ai vécu durant de nombreuses années comme reporter. Alors, je faisais ce que Didier Orméjus fait maintenant, c'est-à-dire couvrir les deux équipes. Il y avait notamment la fameuse journée des médias à l'époque, qui était la première occasion de rencontrer les joueurs dans un contexte qui était totalement libre et foufou et tout ça. J'ai fait des reportages. Moi, je me souviens, j'essayais de leur faire dire des mots en français. J'essayais de leur faire découvrir de quel coin de pays j'étais. Je leur demandais de me nommer une chanteuse canadienne. Tu sais, des affaires comme ça où je me souviens, il y en a un que je lui apprenais à dire « je t'aime ». Je disais « Would you like to say I love you in French? » « Oh yeah, sure. Je t'aime. Puis là, il me regarde « No, I don't. Yes, I love you, but I like you. » Bref, c'était des bons moments. Alors oui, je l'ai vécu comme reporter. C'est là qu'effectivement, tu vois l'armée de journalistes, de caméramans. C'est très impressionnant, mais c'est tellement bien organisé. C'est tellement une grosse machine, la NFL. Il y a tellement de millions en jeu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est quand même bien organisé. C'est vraiment c'est un grand événement. Ce que je le compare aux Jeux olympiques. J'ai couvert les Jeux une fois, en 2010 à Vancouver. C'est la même chose. Et depuis maintenant, 2014, je suis descripteur des matchs. Donc, je suis sur place pour le Super Bowl. Et c'est une autre expérience parce que là, on se retrouve dans les hauteurs avec les équipes de descripteurs. Comment ça fonctionne? C'est que le stade n'est pas assez grand pour accueillir toutes les équipes de télédiffusion à travers le monde. Alors, le réseau américain principal et les autres réseaux qui vont faire, par exemple, le match pour NFL Network et la radio, par exemple, ces gens-là, évidemment, ont des places de choix là, au milieu du stade, dans les vraies cabines d'annonceurs qui sont permanentes. Mais nous, la plupart du temps, on va construire des cabines, comme on appelle, des booths. On va les construire spécialement pour le Super Bowl. Alors, c'est sûr que parfois, on ne se retrouve pas vis-à-vis la ligne de 50, la ligne de 45, mais d'avoir cette chance de décrire un match sur place. Tantôt, en début d'entretien, je vous disais, il y a certaines subtilités qui nous échappent lorsqu'on est en studio à Montréal. Bon, ben là, dans ce cas-ci, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune contrainte. On voit la même chose que vous. Pour Pierre aussi, c'est encore plus avantageux parce que là, Pierre, il ne se contente pas de voir la même image que voit la télévision. Là, il voit le terrain. Là, vraiment, il est capable d'analyser des trucs qu'il ne verrait peut-être pas si c'était seulement un écran de télé. Mais c'est très impressionnant.
Moi, je ressens toujours des frissons, c'est une drôle d'émotion à décrire lorsque je suis à quelques minutes de décrire le match, à quelques minutes de commencer la description. Je ressens quelque chose qui est fort, il y a une adrénaline que je ressens. Es-tu émotif pendant l'hymne national? Ça m'est arrivé il y a quelques années, oui, d'être pris par l'émotion, pas de là à pleurer, mais c'est gros, t'es au Super Bowl, puis j'en reviens toujours à, moi je voulais faire ça quand j'étais petit. Pas au Super Bowl, je me voyais pas au Super Bowl, bien honnêtement, je me voyais en finale de la Coupe Stanley, je me voyais à la Série mondiale, mais là je suis au Super Bowl. Et c'est comme, wow, je suis chanceux, il y a combien de gens ce soir qui voudraient être sur place? Mais malheureusement, pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, ils ne peuvent pas être ici pour les raisons financières, la disponibilité de billets. Moi, je suis là et on me paye pour assister au match et le décrire. Puis, il y a une personne qui décrit le match en français au Québec, au Canada, et c'est moi. C'est quand même spécial. Je peux pas dire que c'est devenu banal. Non, moi, à chaque année, je suis comme, wow, je suis là, puis quand ça se termine, je fais un autre. On en a fait un autre. C'est dans les livres, on peut mettre ça dans le petit tiroir à souvenirs, puis ça, personne ne va pouvoir me l'enlever. Alors, mais c'est vraiment, c'est comme un rush, une poussée d'adrénaline. Je ne sais pas ce que les artistes ressentent lorsqu'ils sont sur une scène devant 30-40 000 personnes, mais moi, quand je me retrouve dans un stade avec 70-75 000 personnes, et que ça se met à crier en même temps, j'aimerais tellement trouver les mots pour décrire ce que je ressens, mais c'est une sensation qui est forte. C'est une drogue. Je referais ça chaque semaine, si c'était possible. Malheureusement, c'est pas possible, puis c'est pas le Super Bowl à chaque semaine. Là, on s'entend que Jets contre Dolphins, semaine numéro 7, on s'entend que c'est pas la même chose, mais c'est vraiment comme wow, c'est fort. Fort, vraiment. Puis est-ce qu'il y a un Super Bowl que tu as fait, tu as une anecdote vraiment qui t'a marqué dans un de ces matchs-là, que encore, même ça peut faire 10 ans de ça, qu'encore à ce jour, tu te dis, ah ouais, ça c'était vraiment quelque chose à ce moment-là. Et il me semble qu'il y en a eu quelques-uns. La première histoire, je crois que c'est en 2014. Et là, quand je vous dis que ma mémoire, des fois, me joue des tours, peut-être que vous aurez le temps de vérifier en googlant pendant que je jase. 2014, je pense que c'est mon premier Super Bowl à Houston. Patriots contre Seahawks. Et c'est le match les Seahawks sont à la porte des buts. Et au lieu de donner le ballon à Marshawn Lynch, Russell Wilson tente une passe à Ricardo Lockett et Malcolm Butler s'interpose, fait l'interception. Victoire des Patriots. Ça, c'est mon premier Super Bowl. Juste avant que le match commence, Mathieu est en train de faire les derniers commentaires avec l'équipe en studio, blablabla. Il y a eu la présentation du trophée Walter Payton et tout ça. Et à un moment donné, le réalisateur qui est avec moi, parce qu'on est 3 seulement dans la cabine, avec le caméraman 4, moi, Pierre, Marc, le réalisateur-producteur qui est en communication avec Montréal, et le caméraman, et Marc me dit, on n'a plus nos micros, ils nous entendent plus. Oh! Moi, c'est mon premier, là. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Je suis sur place, fait qu'évidemment, je suis pas du tout à l'aise, là. Pas que je prends ça mollo maintenant, mais là, c'est la première fois, là. Alors, veux pas, je me mets une pression additionnelle parce que je veux que ça fonctionne bien, je veux que les gens se disent « Wow, c'était le fun, valeur ajoutée, blablabla. » Et là, il me dit « On vous a perdu, les gars, on vous entend plus. » Là. Je me souviens, j'avais une chemise pâle bleu poudre. Elle était complètement mouillée. Tu aurais pris ma chemise, tu l'aurais imbibée dans un bassin d'eau, tu l'aurais ressorti, tu aurais dit « Tiens, David, porte ça. » C'est ça, je suais de partout. Le cœur me débattait. Puis à un moment donné, je crois que Mathieu a peut-être décrit le botté d'envoi. Puis après ça, merci, l'audio est revenu. J'ai fait ma job, Pierre aussi. Puis pauvre Marc qui était au bout. Puis là, je voyais là, la sueur qui coulait. Là, puis je l'entendais. Il était en communication avec Montréal. Ça, je vais m'en rappeler très, très souvent. Les autres souvenirs, c'est peut-être pas nécessairement des catastrophes ou des trucs comme ça, des pépins techniques, mais
quand Laurent Duvernay-Tardif a gagné avec les Chiefs, c'était très spécial de décrire la victoire d'un Québécois d'origine qui avait joué son football à McGill. Veux pas, en tant que Québécois, j'avais une très grande fierté de voir Laurent sur le terrain célébrer une conquête du Super Bowl. Très, très, très spécial. Sinon, c'est des performances mémorables. La remontée des Patriots contre les Falcons, la victoire en prolongation avec le toucher de James White. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai assisté aussi, pas en tant que descripteur, mais j'ai assisté au Super Bowl entre les Steelers et les Cards. Et il y avait eu le fameux attrapé de Santonio Holmes dans le fond de la zone de but. Il avait mis ses pieds là, à la limite dans le fond de la zone pour attraper le ballon. C'est un retour aussi lors de ce match de James Harrison, un retour d'interception de 100 verges, je pense, pour le toucher. Puis je me souviens parce que Harrison, moi j'étais dans le fond d'une des zones de but. Alors l'interception a lieu à l'autre bout. Harrison attrape le ballon et il courait dans ma direction. Il était gros comme ça, mais je le voyais quand même. Oh, wow. Et de voir, j'en reviens encore à la foule, de voir 75 000 personnes se lever en même temps, puis s'époumoner, puis tu entends cette foule-là, c'est fantastique. Bref, c'est de très, très beaux moments que j'ai vécu jusqu'à maintenant comme reporter, comme descripteur. Et j'espère vraiment qu'il va y en avoir d'autres parce que j'ai été gâté aussi parce que je crois que dans les 10 dernières années, on peut au moins prendre 5 ou 6 Super Bowls qui ont été joués puis les placer dans le top 10 de l'histoire des Super Bowls. Il y en a eu des mémorables, là, mais je dirais tous ceux dont je viens de vous parler là, sont assurément dans le top 10, selon moi, des meilleurs matchs dans l'histoire du Super Bowl. Alors, j'en ai décrit plusieurs là-dedans. Je suis très chanceux, très privilégié d'avoir fait ça jusqu'à maintenant. Puis il y a aussi, tu sais, tes descripteurs, on parlait de tantôt que tu as côtoyé des vétérans de la vieille garde un peu de ce côté-là. On a réussi à retrouver sur YouTube, il y a quelques années, tu étais sur le plateau avec Pas de match, puis on t'a demandé avec Réal Belland de décrire une séquence de hockey à la façon de Gilles Tremblay et René Lecavalier. Oui. On se fait plaisir aujourd'hui, là. On parlait de moment du Super Bowl, là. Oui. Mettons, j'essaie de trouver un jeu, là, vite, là. OK. Et là, en Gilles Tremblay ou... En Gilles Tremblay. Pourquoi? Tu décrirais du football. Mettons, on parlait du Super Bowl entre les Cards et les Steelers. Il y a le retour d'échappée de James Harrison, de 99 verges, qui se termine sur un touché. OK. Est-ce qu'on pourrait l'entendre à la Gilles Tremblay, mettons? Alors, James Harrison Claude qui ramasse le ballon et qui s'en empare à 14-32 au troisième quart et qui réussit un retour d'échappée de 75 verges Claude pour le toucher. Alors, c'est 17-7 en faveur du Pittsburgh. Du Pittsburgh, ça c'est le très important. Mais là, je sens que je l'ai moins qu'avant. Je l'ai fait moins. C'était des... les gens le savent peut-être, ceux qui me connaissent très très bien, je suis... imitateur à mes heures. J'aime bien imiter des gens. Mais mon problème, c'est que je ne pourrais pas faire de spectacle parce que, j'imite plein de gens que les gens ne connaissent pas. C'est des collègues de travail. C'est des collègues de travail ou des gens... OK. C'est pas des célébrités, mettons. Non, pas beaucoup. Je pense pas. Puis, j'ai pas non plus ce désir-là de faire des sketchs ou des imitations. Je n'étais pas très bon pour ça. J'ai peut-être pas l'air de ça, mais je reste quand même quelqu'un d'assez gêné, même si je fais un métier qui est... on va s'exprimer, mais je ne suis pas quelqu'un qui serait à l'aise sur une scène. Il y a des gens qui sont très, très bons, puis je leur laisse ça. Non, ça ne serait pas pour moi, mais j'aime. Quand je disais tantôt qu'on a du fun, là, Pierre et moi, là, ça pendant les pauses, là, des fois, je pars, puis je fais des voix, ou évidemment, on se bidonne. C'est le fun. As-tu déjà maîtrisé l'imitation de Pierre Houd? Non. Très honnêtement, non. Non, vraiment pas. Il y a Alain Crête que je fais. C'est en direct du Centre Bell. Vous présente le match entre le Canadien de Montréal et les Blackhawks de Chicago. Tu sais, des affaires comme ça. Wow. Pierre, je ne le fais pas. Qui j'ai fait? Roger Brulotte à l'époque, c'est bonsoir, elle est partie. Cela dit, j'ai probablement l'air d'un fou dans mon bureau à la maison, mais c'est pas grave. Ma conjointe est en haut qui va se dire ce qu'il fait. Tu sais. Mais non, j'aime ça. Mais c'est plus pour faire rire les collègues. Ben oui.
je ne ferai jamais ça publiquement. Là. C'est pas, avec vous, là, mais je considère que c'est juste entre nous et les 200 000 visionnements qui vont se faire. Écoute, David, on va parler un peu, on a parlé beaucoup de ta carrière. Maintenant, je vais parler de toi, ton amour pour le football et tout. Oui. Est-ce que, sans nécessairement que tu sois un joueur que tu as décrit, que tu as vu jouer dans tes fonctions de descripteur, mais ton joueur de football préféré que tu n'as jamais vu de toute ta vie, ce serait qui selon toi? Ça peut être 2-3 gars, là, mais y a-t-il un gars en particulier qui dit ce gars-là, c'est un des joueurs préférés que j'ai jamais vu jouer? On peut parler de Ligue canadienne, oui. Oui, bien sûr. Vas-y. Parce que j'ai vu les joueurs de la Ligue canadienne de près. La NFL, évidemment, il y a plein de joueurs que j'admire. Je trouve qu'ils sont les meilleurs sur la planète. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Puis, mais il y a vraiment 2-3 gars qui m'ont beaucoup impressionné. Anthony Calvillo, Ben Cahoon. Pour moi, c'était du bonbon de les voir à l'œuvre. C'était. Puis le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir réalisé à ce moment-là qu'ils étaient des légendes en devenir. Ils étaient le futur membre du temps de la renommée. Anthony, ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Il a été le meilleur carrière dans l'histoire des Alouettes, assurément l'un des 5 meilleurs carrières dans l'histoire de la Ligue canadienne. On a été chanceux, et je dis on, les gens au Québec, bref, les admirateurs des Alouettes, les amateurs des Alouettes, ils ont été chanceux de l'avoir. Si les Alouettes ont participé 8 fois à la Coupe Grey en 11 saisons, c'est en grande partie grâce à Anthony qui était en pleine maîtrise de ses moyens. Carrière qui n'était pas du tout flamboyant, mais qui était d'une efficacité redoutable. C'est dommage qu'il ait subi 5 défaites au match de la Coupe Grey, qu'il n'ait que 3 victoires. Déjà, c'est beaucoup. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais gagné 3 Coupes Grey dans leur carrière, mais qu'il ait une fiche de 3-5 à la Coupe Grey, c'est dommage. Ça vient un petit peu teinter l'appréciation que les gens ont de son travail, mais il a été fabuleux. Et Ben Cahoon a été le meilleur receveur que j'ai vu. Ce gars-là pouvait attraper des ballons de n'importe quelle façon. Il n'était pas le plus grand, pas le plus costaud. Il s'est fait ramasser, il s'est fait frapper très, très, très durement. Je me souviens de certains plaqués qu'il a essuyés là, en milieu de terrain. C'est un gars qui avait peur de rien et il était d'une humilité très grande, un gentleman, un gars poli, un gars à son affaire, pas de flafla, pas le côté diva que l'on peut voir chez certains joueurs de position qui sont des... Surtout les receveurs. Ouais, surtout les receveurs qui vont parfois faire la baboune parce qu'ils ont passé le ballon, parce que ci, parce que ça. Ce sont vraiment les deux que j'ai appréciés, que j'ai vraiment regardé avec une admiration. Que je me disais, wow, ce qu'ils font. Et à ce moment-là, comme je le dis, je ne le réalisais pas totalement. C'est aujourd'hui que je me dis, j'ai été chanceux. Mais j'ai été chanceux de couvrir ces années-là parce que je pense de 1996 à 2010, c'est à ce moment-là que j'ai été reporter attitré aux activités des Alouettes quotidiennement. J'ai vu Mike Pringle, j'ai vu Pierre Vercheval, j'ai vu Alfred Payton, j'ai vu Anthony Calvillo, Ben Cahoon, Scott Flory, Brian Shue, John Bowman, Chip Cox, S.J. Green. S.J. Green. Là, je vous parle juste de joueurs du temps de la renommée. Ouais. C'est fou, là. Je les couvrais, là. Chaque jour, j'ai vu ces gars-là. C'était une chance inouïe. Puis des fois, je regarde l'anneau au stade Molson où est-ce que les noms des joueurs dont les numéros ont été retirés. C'est ça. Il y a Pringle, Calvillo, Cahoon, au moins 3. Alors, c'est fabuleux ce que j'ai pu vivre. Quand on parle de chance, là, c'est vraiment ça. C'est de voir ces grands athlètes-là de près. Pour ce qui est de la NFL, puis d'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose parce que des fois, on me pose la question, est-ce que tu as une équipe préférée? Est-ce que tu as un joueur préféré? Je n'ai jamais eu d'équipe préférée au football. Puis je le jure sur la tête de mes enfants. D'abord parce que, comme je le disais, plus jeune, j'aspirais à une carrière dans le monde du hockey, dans le monde du baseball. Le football n'était pas vraiment mon sport de prédilection. C'était vraiment pas un sport que je regardais assidûment. Et lorsque les Alouettes ont été dissous, avant la saison 1987, j'avais 13 ans. Donc, je n'ai pas vraiment connu, durant mon enfance, les belles années des Alouettes. Là. C'était les dernières années des Alouettes, les années moribondes des Concordes de Montréal. Bref, je ne suis jamais allé au stade olympique.
pour un match des Alouettes. Je n'ai aucun souvenir d'être allé au Stade olympique pour voir les Alouettes. Alors, et je n'ai pas non plus regardé la NFL en me disant « Ah, j'aime les 49ers de Joe Montana » ou « J'aime… peu importe, là, les équipes. Aucune. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'admirer certains athlètes. Un des premiers noms qui me vient en tête, Barry Sanders. Barry Sanders a été un des grands demi-offensifs. Ce qu'il faisait sur un terrain était hallucinant, des changements de direction, un jeu de pied qui était fabuleux. Il a pris sa retraite malheureusement trop tôt. C'est son choix. Je pense qu'il était peut-être tanné de porter les couleurs des Lions à ce moment-là. C'était un club qui ne connaissait pas beaucoup de succès. Jerry Rice a été un grand receveur de passes, vraiment un grand athlète. Puis de nos jours, là, les plus récents, je dirais que Patrick Mahomes, ce qu'il fait, c'est il peut changer l'allure d'un match à lui seul. Je pense que Josh Allen, cette année, pas du tout le même genre de carrière. Et c'est un autre carrière qui, s'il prend les choses en main, il est capable d'influencer, de changer le cours d'un match presque à lui seul. Alors vraiment, ce sont des athlètes, mais il y en a tellement. Là, je veux dire, à chaque semaine, on est ébloui parce que ces athlètes-là font. Je suis toujours très impressionné de les voir attraper des ballons dans des espaces aussi restreints, de recevoir des plaqués, puis de se relever, puis c'est fou de voir un carrière se faire geler par un joueur, puis ensuite de retourner, puis d'être dans le caucus, puis de recevoir les directives, puis de regarder son livre de jeu, puis d'être capable de retrouver ses esprits rapidement, puis de donner ses informations, puis après ça, de lancer une passe précise ou de voir un joueur défensif, Marca Parsons, un TJ Watt. C'est des athlètes qui sont exceptionnels, vraiment. Puis toi, de ton côté, donc ce que je comprends aussi, quand tu étais jeune, tu ne jouais pas au football non plus. Pas du tout. Jamais. Il n'y avait même pas de programme de football à mon école secondaire. C'est arrivé vraiment plus tard, quand je pense que je commençais ma carrière. Ça a vraiment coïncidé avec l'essor du football à l'Université Laval. Pour moi, le Rouge et Or a joué un rôle majeur dans le développement du football au Québec. C'est grâce au Rouge et Or, au programme de football, si aujourd'hui il y a autant de jeunes qui jouent au football. Je ne minimise pas ce qui se faisait au niveau collégial pendant de nombreuses années. Le Collège Champlain, le Spartiate du Vieux-Montréal, il y en avait de bons programmes de football. Je pense à des entraîneurs-chefs, à Marc Santerre qui a dirigé notamment le Vieux-Montréal durant de nombreuses années. Ils ont été très bons pour le football. Et c'est comme si le Rouge et Or avait vraiment amené ça à un autre niveau et que là, les francophones se sont intéressés encore plus au football. Et là, ça a fait des petits. Les programmes ont été formés dans différentes écoles. Et aujourd'hui, on joue au football. Mais non, malheureusement, à l'époque, il n'y en avait pas. Est-ce que j'aurais joué au football? Je ne sais pas. Je ne suis pas très grand. Ça n'empêche pas les petits athlètes de jouer quand même au football, mais je ne sais pas. Je pense que je n'aurais pas eu la hargne ou J'aime jouer, j'aime pratiquer le sport. J'ai un petit côté intense. Je veux gagner, mais sans pour autant avoir le chien qu'il faut, avoir la hargne pour être le meilleur. Je pense que j'aurais été trop gentleman sur le terrain. Là. Sans dire que j'aurais aidé le gars à se relever, là, mais j'aurais été... je me serais senti mal s'il est arrivé quelque chose, si j'avais frappé un gars, il est arrivé une blessure ou tout ça. C'est pas bien dans ma nature. Je vous le reconnais, c'est correct. C'est bien correct. Regarde, c'est comme ça. Correct. Je suis devenu journaliste, puis je pense que je suis à ma place. Que d'humilité. David, je veux revenir un peu sur les années des Alouettes. Bon, tu as vécu les fameuses années glorieuses d'Anthony Calvillo. Il faut que tu gardes quand même aussi une certaine distance professionnelle par rapport à l'équipe, de tes émotions, tout ça. Et quand même un travail à faire. Mais l'ère post-Calvillo, est-ce que c'était drainant quand même de couvrir une équipe que tu sais, à chaque semaine, c'était une nouvelle surprise, autant pour le bon, mais souvent pour le pire, et souvent que ça terminait dans la défaite? Oui, ces années-là étaient dures. Je dirais de 2015 à 2020, je crois. Ça a été 5 années très dures. Je pense qu'ils ont peut-être participé aux éliminatoires une fois durant cette séquence. Je crois que c'était en 2019. Mais j'ai connu des saisons de 3 et 15. C'était difficile parce que tu sais que les gens n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le club. Les gens vont être portés, vont être enclins à les critiquer facilement. Ah, on sait bien, ils sont poches, on sait bien.
c'est dur à un moment donné de toujours être dans cet environnement-là. Puis tu peux pas non plus mentir aux gens qui t'écoutent. Pierre et moi, ce qu'on se disait souvent, c'est OK, les Alouettes sont pas bons, mais rendons crédit à l'adversaire. Si les Alouettes sont mauvais, c'est peut-être aussi parce que l'adversaire est mieux préparé, l'adversaire a plus de talent. Alors, plutôt que de toujours frapper sur le clou des Alouettes, rendons crédit à l'autre équipe. Et c'est ce qu'on essaie de faire souvent. Mais oui, effectivement, c'était pas jojo de se rendre au stade puis de savoir. Je me souviendrai toujours d'un match, je crois que les Alouettes tiraient de l'arrière 33-0 contre les Tiger Cats à la mi-temps. Ça, c'est arrivé, là, il me semble. Là, je pourrais peut-être googler vite, là, mais il me semble qu'il y avait un match contre les Tiger Cats qui perdait 33-0. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Merci d'être avec nous, mais même s'ils marquent un touché, 2 touchés, ils sont encore loin de revenir pour l'emporter. Ouais. Les autres, s'ils ajoutent des points en deuxième demi, on s'entend que c'est déjà terminé, mais on s'entend que s'ils en marquent d'autres, il n'y a plus aucun espoir de revenir. Alors, c'est sûr que la deuxième moitié du match, elle est longue, surtout si c'est des séquences de 2 jeux, un dégagement. C'est pas jojo, mais bon, ça fait partie aussi de la réalité. C'est ça le sport. Ce sont des cycles. Les Alouettes ont été très bons durant une quinzaine d'années. Après ça, ils ont été dans les bas-fonds de la Ligue. Et là, ils sont de retour en tant que l'une des très bonnes équipes de la Ligue canadienne. Là, David, là, j'avais envie de m'amuser parce que là, pas des imitations. On jase de des imitations encore, là? Non, pas des imitations. Non. Une fois, c'est déjà bien en masse. Écoute, ça fait quoi, je pense que c'est votre 24e Super Bowl que RDS va diffuser, me semble. Écoute, en tout cas, que toi, tu participes, mettons, là. Oui, j'ai arrêté de compter, là, mais j'en ai couvert 25 au moins. C'est ça, j'avais lu 23. J'avais lu sur un texte de Radio-Canada, c'était votre 23e l'année dernière. Oui, c'est en plein ça, cette année, ce serait votre 24e. Donc, je comprends que c'est comme peut-être votre 12-13e sur place en étant. Plus que ça, parce que quand j'étais reporter, j'y étais aussi. OK. Donc, sur les 23-24, là, je pense que je les ai tous faits sur place. OK. Fait que là, on a envie de s'amuser aujourd'hui. Okay. On veut savoir, on veut créer le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Okay. On veut prendre tout ce qui se passe, là, tous les petits éléments, là, puis on le met à la sauce David Arsenault, OK? On va construire ça partie par partie, OK? J'ai peur. Je ne sais pas vers quoi on s'enligne, là, mais j'ai peur. Non, tu vas voir, ça va être le fun. Inquiète-toi pas, ça va être bon enfant et tout ça. OK. Le Super Bowl de rêve de David Arsenault, premièrement, il se joue où? Dans quel stade? Il se joue, pour l'instant, je vais parler uniquement des stades que j'ai vus. San Francisco qui s'en vient. C'est probablement l'endroit où Pierre et moi, on a le plus apprécié notre emplacement, l'environnement. C'est en Californie. Mais j'ai très hâte d'aller au SoFi Stadium à Inglewood, le domicile des Rams et des Chargers. J'ai très hâte de voir ce stade-là. Paraît que c'est un bijou d'architecture. C'est aussi en Californie. Il fait beau, il fait chaud. Mais il y a quand même d'autres stades qui étaient fort agréables pour travailler. Le dernier, là, donc il y a 1 an, à la Nouvelle-Orléans, ça aussi. C'était fort probablement notre meilleur endroit. On était situé là, vis-à-vis la ligne de 40, je pense. Du côté gauche du terrain. Ça, c'était vraiment bien. Mais donc, si j'ai à choisir un stade, Levi Stadium à Santa Clara. OK. Tu vois, moi, j'avais pensé, est-ce que David Arsenault va y aller de manière chaotique puis va dire un stade comme Lambeau Field au mois de février, on joue au Super Bowl là? Oh, ben, écoute, après... Je comprends l'aspect météorologique de tout ça, mais si, mettons, on avait choisi un stade, là, juste pour l'histoire, c'est pas nous qui gèrent ces joueurs-là. OK. Moi, c'est parce que je pensais au fait qu'il avait déjà fait un match du Super Bowl à East Rutherford. Non, ça n'avait pas été le fun. Alors, mais oui, en fait, si ta question, c'est quel stade j'aimerais voir dans lequel j'aimerais travailler, c'est sûr que Lambeau, Soldier Field,
à Chrysler Stadium ou le ancien Heinz Field à Pittsburgh. Oui. Peut-être à un degré moindre, mais Lambeau. Fort probablement Lambeau Field. Ça serait le stade où j'aimerais travailler, effectivement. Mais comme ça risque pas d'être l'endroit où le match du Super Bowl va être joué, je m'en tiens à San Francisco, mais j'en ai fait quelques-uns qui étaient quand même fort intéressants, des stades couverts, mais j'ai fait Houston, Minneapolis, le domicile des Vikings, est beau. C'est beau, c'est tout un stade. Vegas, j'ai dit Houston, la Nouvelle-Orléans, Tampa, Jacksonville, Hard Rock Arizona, Hard Rock Café, les Dolphins, 49ers, bref, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment, pour l'instant, c'est les 49ers. Ouais. Écoute, tu m'aurais répondu le stade Percival Molson pour accueillir un Super Bowl, j'aurais amplement pris la réponse en tant que telle. OK. C'est dommage, j'ai pas répondu le stade Percival Molson. C'est bien correct. Écoute, c'est ton Super Bowl de rêve. Nous, on influence rien de ce côté-là. Bon, on a trouvé le stade. À cette heure, il faut 2 équipes pour jouer contre. Et là, on voulait rendre ça intéressant. Là, il n'y a pas de règle de... on est obligé d'avoir une équipe nationale, une équipe de l'américaine. On peut prendre les Ravens de 2000 contre les Broncos de telle année et tout ça. Et voilà. Oh, non, tu peux aller n'importe quelle époque. Là. Tu choisis 2 éditions d'équipes que tu aimerais voir juste pour what if. Qu'est-ce que ça serait le spectacle sur le terrain? Il y a plein de choix, mais je vais y aller avec les Rams de Saint-Louis de la fin des années 90. Le Greatest Show on Turf. Exact. Greatest Show on Turf. Ça, ce serait la défense, l'attaque. La défense, probablement les Ravens, les grosses années de Ray Lewis. Ou peut-être les Seahawks avec le Legion of Boom. Oui. Je pense que ce serait ça. Vraiment, là, force contre force, là, ce serait... ce sont des éditions qui ont été marquantes, mais il y en a tellement. Tu vois, cette année, par exemple, je ne pense pas qu'ils vont se rendre au Super Bowl, mais j'aimerais bien voir les Texans. La défense des Texans, je la trouve solide, merci. Contre quelle attaque, ça, je ne le sais pas trop. Est-ce que ce serait les Rams? Est-ce que... Moi, en fait, vous ne me le demandez pas, mais je vais m'avancer là-dedans. J'aime pas les prédictions parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma description elle est teintée de favoritisme ou de déception parce que j'ai choisi tel club. 1, je ne mise jamais d'argent. 2, je ne suis jamais dans des pools. J'aime pas ça. Mais récemment, mon beau-frère me disait « Ouais, je participe à un pool. Qui tu choisis? » J'ai dit « OK, Bills contre Rams et vas-y avec les Bills. » Mais, mais ça, j'aime ça. Ne gâche pas ta maison. Ça a été le conseil que je lui ai donné. J'ai fini mon texto en disant « Ne gâche pas ta maison. » Alors, on verra. Pourquoi? Je pense que les Bills, la porte s'ouvre. C'est une équipe qui a de l'expérience. Josh Allen, je pense, doit être pas mal tanné de se faire dire qu'il n'y avait pas de victoire sur la route. Là, il vient d'en obtenir une en match éliminatoire. Il n'y a pas encore de Super Bowl à son actif. Donc, je les vois dans l'américaine se faufiler, bien que ce ne sera pas facile. Mais je pense que l'expérience joue en leur faveur. Allen versus Bo Nix ou Drake May ou CJ Stroud, je pense qu'il est carrière qui est peut-être rendu là. Évidemment, tout peut se produire, puis tant mieux si c'est un des jeunes qui se pointe le nez là. Puis dans la nationale, c'est un peu, ma réflexion est un peu la même. Matthew Stafford a l'expérience, il a gagné, il a un receveur, Nakua, qui est sublime, des bons demi-offensifs. Alors, je pense que ce sont les 2 clubs qui pourraient se rendre. Seattle, j'aime bien ce que Seattle fait cette année. J'ai juste encore des doutes concernant Sam Darnold. Est-ce que c'est le Sam Darnold? Est-ce qu'il est le vrai? Est-ce qu'il est enfin arrivé, le Sam Darnold que l'on voyait il y a plusieurs années, où il va ressembler davantage à celui des Jets ou à sa dernière saison avec les Vikings? J'ai encore un petit doute. Les 49ers, ils ont l'expérience. Brock Purdy, je l'aime beaucoup, mais c'est une équipe qui est très amochée. Je me demande s'il aura les réserves nécessaires pour se rendre jusqu'au bout. Défensivement, écoute, l'infirmerie déborde. Alors, puis les Bears de Chicago, club que j'aime bien aussi. Encore là, Caleb Williams,
si jamais on doit s'en remettre à Caleb Williams et qu'on lui dit tu dois lancer 35-40 ballons par match, es-tu capable de compléter au moins 70% de tes passes? Ce qu'il n'a pas fait cette année, à moins que je me trompe, là, il n'a pas un match en haut de 70% de passes complétées. Alors, c'est pour ça que je vois Stafford et les Rams d'un côté, Allen et les Bills de l'autre. OK. Fait que Super Bowl au Levi Stadium entre le Legion of Boom et le Greatest Show on Turf. Ouais. OK. On a les deux équipes, on prépare le match puis tout ça. On parlait de l'hymne national tantôt. Oui. Qui chante l'hymne national puis le God Bless America avant de commencer le match? Donc, n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. L'hymne national américain, haut la main, Whitney Houston. Oh, oui. Allez, l'avez-vous vu chanter l'hymne Ouais, moi, national? Je pense que c'était dans le temps de la guerre du Golfe ou au début des années 90. Début des années 90, oui. C'est incroyable. Incroyable. Mais par extension, David, qui chante, qui fait ton spectacle à mi-temps? Ouais, mais attends, là, je m'en allais pour le God Bless America. Oh, mon Dieu, Ok. mon Dieu, excuse-moi. Hey, vas-y. Pas la même chose, là. Non. Donc, l'hymne national américain, ce serait... excuse-moi, l'hymne national américain, ce serait Whitney Houston. Ouais. Le America the Beautiful, je pense que ça Je pourrait disais le être... God Bless America, mais je sais qu'il y en a, il y a un autre Ouais, c'est ça. qui est chanté avant. Là. Exact, c'est en plein ça. Donc, l'hymne officiel des États-Unis, là, on va se reprendre, Whitney. Et j'aimerais ça que Céline Dion vienne chanter. Oui. Céline, pour moi, c'est une artiste fantastique. Elle est enracinée aux États-Unis depuis longtemps. Elle est aimée, elle est connue. Elle a déjà chanté aux Jeux olympiques en 96 aux États-Unis. Donc, le fait qu'elle soit canadienne, je ne pense pas que ça pose un problème. Donc, je verrais ces deux grandes chanteuses-là. Et le spectacle de la mi-temps. Ça, c'est une bonne question parce que je trouve que... en fait, c'est... Comment dire? Ces dernières années, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop faire de controverses. Je ne sais pas si la NFL a été échaudée par les histoires du mamelon de Janet ou de... Peu importe, là, mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à... Je ne sais pas... par exemple, tu vois, j'avais bien aimé Coldplay, Super Bowl 50. J'avais aimé ça. Mais encore là, ce sont mes goûts musicaux. Ouais. Ah oui, mais on te l'a dit, c'est ton Super Bowl d'oreille. Okay, laisse-les parler. Alors tu sais, Drake et je sais pas qui. Et Bad Bunny cette année, non. Peut-être que je vais apprécier. Moi, je suis ouvert à tout. J'ai pas de. Tu sais, mais je peux quand même dire que ce ne sont pas des artistes qui me font vibrer. Je n'ai pas ça dans ma playlist présentement dans mon téléphone. Alors, je serais plus du type Coldplay, U2, qui d'autre? Avez-vous des suggestions? Mettons, dans ceux-là qui ont pas été faits, il y a beaucoup de monde qui disent encore Foo Fighters ou Metallica pourrait faire un dernier show de la mi-temps. Il y en a beaucoup qui parlaient de Prince, Paul McCartney dans les meilleurs Super Bowl. C'est vrai, excuse-moi, parce que je dois aussi y aller avec des artistes qui sont peut-être décédés. Tu as raison. Moi, je suis en train de penser à la prochaine génération, mais Michael Jackson, c'est Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Prince, oui, ce qu'il a fait, il chantait Purple Rain sous la pluie, c'était comme... Au Minnesota. C'était pas au Minnesota, je pense que c'était à Miami. C'était à Miami. Ah, je pense que c'était au Minnesota. Ouais, 2007, je pense. Février 2007. Ouais. Écoute, Michael Jackson, c'est une bonne question. Là, regarde, là. Les Beatles. OK, pourquoi pas? Écoute. Imagine que tu as les Beatles là, au sommet de leur art qui s'en viennent chanter au Super Bowl. Écoute, avec des hologrammes, on peut reprendre John Lennon, George Harrison, n'importe quand. Puis Paul McCartney. Oui, mais j'aimais bien Metallica aussi. Je trouve que c'est ça un peu qui manque au spectacle de la mi-temps. Là, on a été beaucoup ces dernières années vers le rap, vers... Là, je changerais un petit peu de registre. OK. Mais j'aime toujours ça, je le regarde toujours. J'ai apprécié tous les artistes qui sont passés. Je pense que Katy Perry était là il y a quelques années avec son requin là, qui dansait.
Bref, non, c'est toujours impressionnant. Ça, c'est vraiment... ouais, c'est le fun. On pourrait introduire les gens avec One de Metallica, les gens qui connaissent peut-être pas la chanson, se disent « Ah, bon, Metallica, finalement, c'est tranquille, One, la petite guitare pour commencer, puis finalement, c'est le truc le plus hardcore qu'il n'y a pas. » Ça c'est quelqu'un qui a joué à Guitar Hero 3 dans sa vie. Ça je reconnais quelqu'un qui a joué à Guitar Hero quand il était jeune. Tu vois, là, vous êtes un petit peu en train de me perdre. Je connais Metallica, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, là, comme moi, je suis un bon gars, puis je te demanderai pas de la chanter. Tantôt, tu m'as demandé de faire des imitations alors que c'était pas prévu. Et j'ai accepté de plein gré de faire du cabotinage pour vous. Et là, je pourrais très bien te demander de chanter, mais je suis respectueux. Je te le demanderai pas. Sacrément qu'on est bien traité ici dans ce podcast-là. Écoute, bon, le show de la mi-temps se fait. Ouais. Michael Jackson est en train de performer puis tout ça. Là, on vous sort la traite. Là, on vous traite comme si vous étiez Fox, là. Puis vous étiez NBC, les gros réseaux américains. Là, on vous sort le buffet. Là, on vous sort la bouffe, là, préparée par des chefs et tout ça. Le menu de David Arsenault au Super Bowl, c'est quoi? Et Pierre Vercheval par la bande. Oui, c'est ça. Je peux pas choisir le menu parce que Pierre ne mangera pas de la salade de quinoa. Parce que s'il y a bien une chose que Pierre Vercheval aime plus que sa femme et ses enfants et le football, c'est bien la nourriture. Effectivement. Je te dirais en 4e position, 5e position, c'est à peu près la nourriture. Mon ventre dirait salade de quinoa, des légumes, du poisson. Okay. Par contre, mon cœur va dire des grillades, des ribs, des saucisses, brisket, des ailes de poulet, le carnivore. OK. Ça serait ça. Un barbecue texan là, à Arlington, là, on y va. Ça, c'est sûr. La totale, oui. OK. Absolument. Viande fumée. Écoute, on va arrêter d'en parler. Là. De toute façon, c'est le temps de lunch bientôt. Là, le dîner approche à grands pas de ce côté-là. Écoute, mettons, on dit la défense gagne des championnats, le Legion of Boom gagne le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Pete Carroll se fait arroser Gatorade. Le Gatorade est de quelle couleur? Ce serait quoi le meilleur Gatorade pour David Arsenault? Il faut que le Gatorade soit de la couleur du club. Alors, OK. Les Seahawks gagnent, il faut qu'il y ait du bleu, je pense. Ou peut-être même le Gatorade vert, parce que même le Gatorade vert, il y a vert rime un peu, tu as raison, effectivement, mais il faut que ce soit de la couleur de l'équipe. Alors, pour moi, si Andy Reid se faisait arroser, c'est du rouge. Carl Shannon, c'est du rouge. Les Bills, il faudrait que ce soit du bleu. Jaune pour les Steelers, bref, orange pour les Browns. Je pense qu'on a de la suite dans les idées. Là. On est assez fort. Okay. Et dernière question pour conclure le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Le match se termine comment? Tu peux choisir comment le match se termine, le dernier jeu, comment tu traces ça. Est-ce qu'on finit ça avec un placement en milieu de terrain? On finit ça avec un retour de beauté? On finit ça avec un Hail Mary en dernière seconde de jeu? Comment le match se termine? Et là, toujours entre les deux clubs que j'ai choisis? Toujours entre les deux clubs que tu as choisis. OK. Pourquoi pas un jeu défensif? Si ce sont les Seahawks qui gagnent grâce à la défense, allons-y avec un retour d'interception de Richard Sherman jusqu'au bout pour le toucher. Est-ce que c'est pour venger ce que Malcolm Butler a fait à Marshawn Lynch à peu près à cette époque-là? Écoute, je ne pensais pas à ça. Si Richard Sherman, ça lui fait du bien dans son cœur, moi, je me dis pas de problème. Rendu là, moi, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça me faisait pas grand-chose. Mais regarde, si Richard se sent bien après ça, je me dis, vas-y, mon Richard, jusqu'au bout. Retour d'interception pour le toucher gagnant. En tout cas, moi, je paierais cher pour ce Super Bowl-là. David, c'était excellent. Pour moi, si c'est ça, ce Super Bowl-là, dans 3 semaines, moi, je suis partant. Écoute, moi aussi, mais bon, malheureusement, je pense pas que ça va être ça. Mais si au moins le spectacle peut être bon comme ces dernières années, j'ai rarement été déçu. Là. Parmi les Super Bowls, peut-être les plus décevants, je pense au 50e, justement, il y a 10 ans, là, Broncos contre Panthers, ça avait été un match défensif. C'était Von Miller et les Broncos qui avaient eu le meilleur sur Cam Newton et les Panthers. C'était le dernier match de Peyton Manning comme carrière qui, à ce moment-là, avait plus la puissance, le bras qu'il avait à l'époque des Colts.
Alors, ça a peut-être été un match un peu plus décevant, mais les matchs qui se terminent en prolongation, les matchs là, il y a des remontées spectaculaires, ça, c'est toujours bon, toujours très bon. Alors, David Arsenault, c'est avec ça qu'on arrive à la toute fin. Merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure et des poussières à avoir discuté de tout et de rien par rapport au football avec nous. David, avant qu'on te laisse partir, tu peux plugger, faire de la pub sur tout ce que tu as, tout ce que tu as à partager, qui s'en vient, que tu as fait pour l'auditoire. Donc, je peux promouvoir ce que je veux. Le shameless plug est au paroxysme. Là. Vas-y autant que tu veux. Là. OK. D'abord, le football, vous savez tous là, ce qui s'en vient, les matchs samedi, les matchs dimanche. Je n'ai pas besoin de faire de la promotion tant que ça. Par contre, j'ai présentement quelques trucs à vendre sur Marketplace. J'aimerais beaucoup les vendre autant que possible. Alors, rendez-vous sur Marketplace ou cherchez ma fiche de vendeur. Puis, vous allez voir, je suis négociable. Je ne suis pas quelqu'un qui est très gourmand. Alors, j'en profite donc pour faire une plug. Je vends mes petites choses sur Marketplace. Livres-tu jusqu'au Saguenay, par hasard, juste au cas où? Livres-tu jusqu'au Saguenay? Je demande ça pour un ami. Non, mais tu sais, si tu veux payer les frais de livraison, j'ai pas de problème avec ça. On va trouver le moyen. Non, mais je fais une blague, là. J'ai pas grand-chose à promouvoir. Je sais que tu as fait un livre sur la biographie d'Yvon Lambert. Tu as fait ça. Oui. Est-ce que tu as peut-être autre chose aussi du côté auteur que tu travailles peut-être, tu veux faire? Malheureusement, non. J'aimerais ça, mais je n'ai pas trouvé le sujet encore. J'ai essuyé quelques refus. Je dois aussi dire que je ne suis pas certain que j'ai envie de m'embarquer là-dedans à nouveau parce que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense que je me suis rendu un petit peu malade après ça aussi. Là. Sans dire que j'ai eu un épuisement complet, mais je me suis vidé beaucoup en faisant ce projet-là. Alors, ça dépend. Si quelqu'un acceptait, peut-être que je me dirais, ouais, OK, la personne veut, j'embarque là-dedans, mais peut-être que je me fixerais des limites parce qu'avec Yvon, ça a été, je pense qu'il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un mot dans le livre qui n'a pas été vérifié, contre-vérifié, et les faits, j'avais l'impression d'avoir écrit un long article. Tu sais, là, j'ai pas rien laissé au hasard. J'avais tellement peur que les gens disent « Hey, ça, c'est pas vrai. » ou c'est pas... J'ai vérifié des trucs. Yvon me racontait des affaires des fois. Puis le lendemain, là, quand je me mettais à faire ma recherche, je constatais que malheureusement, ce qu'il m'avait dit, c'était pas tout à fait juste. Parce que dans le journal, par exemple, le lendemain du match, tel journaliste ou tel site, tel joueur. Puis là, après ça, j'arrivais à Yvon, puis je disais « Hey, Yvon, ce que tu me contais la dernière fois, c'est pas... » Ah, il dit « OK, tu vois, je veux ça, je m'en rappelais pas. Je pensais que ça s'était passé comme ça. » Alors, j'ai tout vérifié. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. J'en reviens à « Je suis rigoureux, je veux pas être pris en défaut, j'aime pas faire des erreurs. » Alors, on verra. Mais j'ai essuyé quelques refus, puis je me dis « Il n'y a rien qui arrive pour rien. » S'il n'y a pas personne qui veut présentement pour X raisons, je n'ai pas à me battre avec ça. La vie si je dois écrire un autre livre, la vie va s'en charger. Puis sinon, regarde, je suis totalement heureux avec ce que je fais à RDS. Je suis amplement, occupé. Et puis, hey, est-ce que vous avez terminé l'entretien? Est-ce que ça doit finir à un moment précis? Ou, Nous autres, quand c'est fini, nous autres, on va lancer l'intro de fin. Il n'y a pas de problème, on s'en occupe. Tantôt, je vous disais, je voulais vous montrer ma charte. Oui! Vas-y! Vite. Vas-y, on a le temps, on a le temps, on n'est pas pressé. Je vous laisse là-dessus et vous en profiterez pour observer, admirer les magnifiques œuvres de mes filles derrière. Je reviens. La magie du montage. Non, même pas besoin de montage. On est entre nous autres, puis on... Pas de montage. Pas de montage. Mais on peut essayer de décrire, mettons, ceux-là qui sont juste à l'audio, les œuvres d'enfants. On voit pas trop pour des bottes de placement. Oui, alors je vous montre ça vite. C'est oh mon Dieu. La fameuse charte. Alors ça, c'est l'attaque des Bears contre la défense des Packers. Oh! Alors, hey, ça fait vraiment game sheet comme les coachs sur le sideline. Exact. Alors, il y a ça, puis quand je revire de bord,
j'ai l'attaque des Packers contre la défense des Bears. Alors, chaque case que vous voyez, c'est une case qui est réservée aux joueurs. Alors là, par exemple, si j'ai Nahshon Wright, qui est le demi-coin des Bears, dedans, il y a toutes les mensurations, son année de repêchage, son université, les statistiques, quelques petites notes rapides. Donc, je fais ça. Donc, c'est ce que je fais pour chaque match, chaque équipe, donc chaque semaine. Alors, quand on disait à un moment donné qu'on a beaucoup de matchs comparativement aux Américains, c'est vrai, je pense qu'en décembre, j'ai fait 20 matchs sur 31 jours. Quand même. Oui, mais encore là, je vais avoir amplement le temps de me reposer après le Super Bowl, alors c'est pas dramatique, là, mais bref, mais c'était pour vous donner une idée de ce que ça représente. C'est ça, je fais ça est-ce que tu les gardes après? Tu les gardes combien de temps, disons? Après le Super Bowl, ça va aller embrasser le bac à récupération. Puis, non, mais j'ai gardé, par exemple, je suis assez collectionneur, merci. Là, vous ne voyez pas une partie de mon bureau, mais je suis un collectionneur, j'en ai gardé pas mal. J'ai gardé les chartes des matchs mémorables. Genre Super Bowl dont je vous parlais tantôt, la remontée des Patriots, mon premier, Laurent Duvernay. D'ailleurs, j'ai fait autographier ma charte par Laurent, que j'ai vu quelques semaines après la victoire. Et j'avais apporté ma charte. J'ai dit, Laurent, c'est rare que je fais ça. Là. Je ne demande pas des autographes à beaucoup de monde dans ma vie, là, mais ça sera un beau souvenir pour moi. T'accepterais-tu de la dédicacer? Alors, il l'a fait. Mais non, pour la plupart, là, je vais mettre ça dans le bac à récupération. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui va faire le tri, qui va faire c'est ça. Alors, c'est ça. Il va se demander ce que c'est, mais bon, c'est. Est-ce que la charte avec la signature de Laurent fait partie de tes items sur Marketplace? Par hasard, je demande ça pour un ami? Non, mais ça se pourrait que je retienne que quelqu'un, quelque part, aimerait avoir ça en souvenir un jour. Et quand je vais vider mes boîtes et que je vais dire j'en ai assez ramassé, c'est le temps de donner, ben, je vais peut-être avoir une pensée pour ce jeune sympathique Saguenéen qui ramasserait bien mes vieilles affaires de football. Mais j'ai gardé des choses. À un moment donné, peut-être que je les offrirai aux gens. Par exemple, je garde toutes les pancartes qui sont collées à l'entrée de nos cabines au Super Bowl. Il y a toujours des pancartes qui sont faites par la NFL, donc c'est indiqué RDS Canada. Il y a le logo du Super Bowl. Alors, j'en ai conservé plusieurs ces dernières années. Presque à chaque année, il y a une ou deux fois que j'ai quitté, puis j'ai malheureusement oublié de conserver le panneau. Ça, j'en ai beaucoup. J'ai des accréditations. J'ai une poche pleine d'accréditations avec les cordes, la photo, tout ça. Alors, ça, c'est le genre de truc, peut-être un jour, si quelqu'un se manifeste et dit « Garde, j'aimerais savoir ça », peut-être que ça ne me dérangerait pas de les donner. Moi, à l'époque, j'aurais peut-être accepté une vieille accréditation de Pierre Durivage ou de Claude Mayotte. Ou, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va se dire hey, « Moi, j'aimerais savoir une accréditation de David Arsenault. » On verra dans ce temps-là. Sans l'ombre d'un doute, mais les gens à la maison qui ont vu effectivement la charte, c'est le travail rigoureux qu'on peut s'attendre à écouter David Arsenault et Pierre Vercheval et le restant de l'équipe d'RDS au football. David, merci beaucoup d'être venu Merci avec beaucoup. nous. On va t'écouter avec grande passion et bien sûr celui du Super Bowl aussi. Très hâte de t'entendre là-bas. Je l'apprécie beaucoup. Sachez que de savoir que vous êtes à l'écoute et ceux qui nous écoutent présentement, sachez que ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous décidez de regarder votre football en français. Ce serait facile d'aller voir les Américains. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai qu'ils ont plein de moyens. C'est vrai que pour plusieurs, ça se passe en anglais, le football, mais sachez que si vous choisissez de regarder ça avec la gang de RDS, nous, ça nous fait extrêmement plaisir. On est fiers de travailler en français dans notre langue. On est fiers de partager la passion du football avec vous. Et votre présence fait en sorte qu'on a envie d'être bon, de se surpasser à chaque semaine. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et bon restant des séries éliminatoires, d'ailleurs. Merci. Et bon voyage à San Francisco aussi également. Oui, dans quelques semaines. Merci, David. C'est super apprécié. Puis à la prochaine chicane. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye.